Oui bon d'accord, je sais, comme d'habitude j'arrive 40 ans après la bataille, The Bad Batch est sorti depuis longtemps, mais 1, je n'ai pas eu le temps, et 2, on pourra dire que c'est un prélude à Boba Fett. Oui j'en conviens, c'est totalement une excuse, mais d'un autre côté on ne refuse jamais un apéritif avant Boba Fett. Vivement décembre. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau dossier Star Wars. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti cette phrase, parce que oui, d'habitude, les vidéos Star Wars, je dis que je vais en faire plusieurs pendant l'année, et puis il y en a environ 2 dans l'année. Alors la Mandalorian est décalée, il y aura au moins une critique sur Boba Fett sur son premier épisode d'ici à décembre. On continuera évidemment par la suite en janvier, mais je sais que je vous avais promis comprendre les clones avec 2 Clone Wars, qui était une vidéo qui devait sortir il y a presque déjà un an. Vidéo que je ne vais pas vous le cacher, je n'ai jamais eu le temps de produire, puisque je n'ai tout simplement jamais eu le temps de me replonger suffisamment dans Clone Wars, dans le sens où pour moi en tout cas c'était un sujet extrêmement épineux, ou en tout cas qu'il fallait travailler en profondeur. Mais un jour est arrivé pour moi l'envie de reprendre l'univers Star Wars avec The Bad Batch. Vous étiez très nombreux à me demander de regarder cette série. Elle avait été reçue, j'ai l'impression, de manière assez mitigée, j'étais donc à la fois très curieux et en même temps très enthousiasmé, puisque pendant le visionnage de Bad Batch, je me suis dit que comprendre les clones avec Clone Wars comprenait des thématiques que je pouvais effectivement discuter avec vous dans The Bad Batch. Une série qui m'intéressait donc énormément et sur laquelle je pouvais revenir en voulant parler de choses dont je voulais déjà discuter depuis longtemps, c'était probablement que du bonheur. Il y a un an, jour pour jour, ou presque, je prenais l'une de mes plus grandes claques Star Wars. Car loin de sa postlogie bancale et déprimante, je découvrais l'aventure Clone Wars, dont les derniers épisodes resteront à mes yeux chefs-d'œuvre du genre. Et au terme de cette saison conclue avec brio, un arc narratif m'avait pourtant laissé de marbre, celui de la Clone Force 99, autrement appelée The Bad Batch. Simple péripétie peinant à me convaincre lors de leur première apparition, une série entièrement consacrée aux frasques de Hunter et sa bande attisait donc ma curiosité. Récit d'une escouade hors norme devant gagner mon affection. Et transition annoncée entre la République et l'Empire pour l'armée clone. De loin ce que je souhaitais absolument voir dépeint, le pari était donc risqué. À peine 16 épisodes pour me surprendre, voyons si les bons soldats obéissent effectivement aux ordres d'un bon scénario. Avant d'entrer plus en détail dans l'analyse, je ne peux commencer cette critique qu'en rassurant la plupart d'entre vous. Oui, j'ai beaucoup apprécié The Bad Batch, me replongeant avec plaisir dans un univers riche et complexe. Pour être honnête, elle n'est d'ailleurs pas si différente de sa grande sœur, et ce dans ses qualités, tout comme ses défauts. Ainsi, si sa trame d'épisodes filaires peut agacer, dont certains seront carrément oubliables, elle brille toutefois par quelques coups d'éclat tout au long de son premier acte. Supervisé et scénarisé en partie par Dave Filoni, à qui l'on doit notamment The Mandalorian ou l'ultime saison de Clone Wars, une chose frappe dès son premier épisode, le soin apporté à sa direction artistique ainsi que son héritage cinématographique. Oui, si tous les épisodes ne se valent pas narrativement, il est désormais indéniable qu'à l'instar de Clone Wars, The Bad Batch sort du lot par une photographie remarquable, un design soigné et de nombreux cadrages iconisant les événements proposés aux spectateurs. De la naissance de l'Empire à la destruction de Kamino, en passant par les face-à-face entre l'escouade et Crosshair, de nombreuses scènes se verront ainsi sublimées par leur réalisation ou leur accompagnement musicaux. Alors certes, visuellement, c'est une réussite, mais le plus important est ailleurs. Avec un potentiel aussi fort sur l'évolution des clones après la guerre, que pouvait-on apprendre sur les prémices de l'Empire? Qu'arriva-t-il aux clones entre la revanche des Sith et un nouvel espoir? Et comment manœuvrer une équipe aussi borderline au sein de la galaxie? Voilà les questions posées à l'aube du premier épisode, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne fus globalement pas déçu. Si l'on pourra regretter l'absence d'enjeux plus profonds qu'une Bad Batch devenant troupe de mercenaires après l'Ordre 66, et ce pendant une grande partie de la saison, de nombreux éléments de réponse viendront toutefois enrichir la saga. Des Jedi en difficulté, une chasse à l'homme, une république en perdition, autant vous dire que la série démarre fort. Exécutez l'ordre 66. Et alors je vous le dis, ça a beau être légèrement remixé, mais me remettre la musique de la revanche des Sith, plus précisément de l'Ordre 66 dès les 10 premières minutes,
Ah, c'est trop pour mon petit cœur. C'est ici, amorcé par un pilote de plus d'une heure, que diverses propositions sur le regard des clones vis-à-vis de l'Empire se mettront alors en place. Par le prisme de la Bad Batch, nous posons un œil sur l'avenir des clones, notamment la trahison de Crosshair, ou encore, par la présence de l'amiral Tarkin, sur ce que deviendra la puissance impériale. Un monde où les clones n'ont plus leur place, devenant obsolètes et devant être désaffectés. Il est d'ailleurs pertinent d'en voir l'évolution de leur disparition à la naissance des TK, premiers soldats issus d'un enrôlement massif dans la galaxie, que l'on découvrira formés par des commandos vétérans, rares clones conservés par les forces impériales après la guerre. Plus que jamais, le temps de la République se meurt donc sous nos yeux. Le nombre ne fait pas tout. Oui, je sais, ça a plus de gueule comme ça, mais d'un autre côté, formé par sûrement un Nitro de la période République Commando, j'étais un petit peu obligé de vous sortir Vodéan. Bon, si c'est vraiment Nitro de l'escouade Delta, par contre, un petit peu dégoûté que ces mecs-là aient suivi l'Empire, puisqu'ils étaient typiquement, à mon avis, ceux qui auraient pu se rebeller, mais formé par Nitro de l'escouade Delta quand même, non, ça valait vraiment un Vodéan, en tout cas si c'est lui. Tant dans ses scènes d'action que dans le soin apporté à l'image, entre protagonistes de la prélogie et style rappelant un nouvel espoir, les révélations seront alors nombreuses. Rupture de contrat avec les Kaminoïens, réaffectation des clones dans d'autres systèmes, arrivée des TK, ancêtres des Stormtroopers, autant de réponses militaires amenant forcément à d'autres enjeux cette fois politiques. Car n'oublions pas qu'avec sa prélogie, Lucas misait avant tout sur des thèmes autour du Sénat, de la République, et de séparatistes prônant parfois discours plus enclins à vivre en paix. Un point de vue que je trouve extrêmement percutant, puisque souvenez-vous que lors de l'attaque des clones et de la revanche des Sith, on avait tout à fait ce genre de dialogue. Peut-être que la démocratie que nous croyons servir a déjà cessé d'exister, et que la République elle-même est devenue l'empire du mal contre lequel nous luttions. On croirait entendre une séparatiste. Un dialogue qui pourrait donc faire écho à l'idée qu'effectivement certains séparatistes, ou en tout cas certains alliés contre l'Empire par la suite, étaient peut-être plus proches de la paix et plus proches d'une certaine forme de démocratie que la République à l'époque, et donc que l'Empire. C'était donc parallèle à la fois intéressant vis-à-vis de la série en règle générale, mais aussi vis-à-vis de certains dialogues de l'univers cinématographique. Voilà ce qui m'a convaincu dans The Bad Batch, car tous ces liens, de la découverte d'un jeune Saw Gerrera à plusieurs scènes mettant en avant les forces impériales pratiquant des recensements planétaires, assouvissant des planètes ou même changeant les crédits en crédits impériaux, furent par certains films, mais bien présentes de tous les apports que pouvait offrir la série. L'apprentissage d'un nouveau monde. Jusque dans le retour de certains visages bien connus du grand public, jusque dans certains épisodes puissants où les vestiges du passé referont parfois surface. Vous êtes qui, vous ? Rex. Alors oui, il peut arriver que la série se perde dans son fanservice, mais quand il s'agit, notamment par Hera Syndulla, d'étudier tout un pan de la culture impériale, c'est pour moi pleinement validé. Via ce double épisode, par exemple, seront étudiés les raisonnements clones portés par un Hauser comprenant les méfaits de l'Empire et la nécessité d'une rébellion. Un empire de colonisation se cachant derrière la paix afin d'assouvir les peuples et où, malgré l'humanité de certains déserteurs clones, d'autres comme Crosshair verront meilleur dessein du côté obscur. Le problème, c'est que nous sommes dans une série à la Clone Wars, et que chaque épisode ne se valant pas, l'histoire tournera de temps en temps autour de frasques filaires de remplissage. Ainsi, s'il est plaisant de revoir Rex, on se demandera pourquoi celui-ci cherche absolument à retrouver la Bad Batch pour, finalement, partir après les avoir aidés sans que l'on sache le pourquoi de sa venue initiale. Quid également du commandant Cody et de son évolution post-guerre. Si la galaxie dispose de milliards d'habitants, pourquoi les chasseurs de primes se résument toujours ou presque à Cad Bane? Alors certes, son côté western est un plaisir, en particulier lors d'un duel somptueux contre Hunter, mais plus que jamais l'univers est petit. Idem concernant Fennec, qui entre la fin de la guerre des clones et l'époque mandalorienne ne semble ne pas avoir pris une seule ride. C'est là que, entre autres références au rancor de Jabba le Hutt, une question se pose. L'apprentissage était-il suffisant pour faire une série à part entière, une fois le fanservice mis de côté ? Là-dessus, et si je vous disais simplement que regarder The Bad Batch, c'est avant tout comprendre l'héritage des clones par un mot en or, l'émotion. Si tu considères que ta place est à bord, alors c'est à bord que tu resteras. Car de l'empathie émanant de cette escouade à l'arrivée d'Omega, plus que jamais touchante dans ses moments de poésie et son envie de découvrir le monde, The Bad Batch continuera le grand tour de force de son prédécesseur. Proposer émotions riches et authentiques
à son audience. Mieux, elle se paie même le luxe de devenir miroir de la pensée clone par chacun de ses personnages. Que l'on parle d'Hunter, Wrecker, Tech, Echo et même Crosshair, tous deviennent finalement part d'un immense visage reprenant les clones. Quand Crosshair en définit la partie froide, chaotique et torturée, le reste de l'escouade met en lumière chaque personnalité de leur frère d'armes. On y retrouvera la bravoure et l'intelligence d'un Cody, l'insubordination et l'élégante loyauté d'un Rex, l'esprit de famille d'un Cut Locane, Echo apportant même nostalgie de son ancienne escouade présentée dans Clone Wars. S'ils agissent de façon autrement plus borderline, difficile toutefois de ne pas y voir les 5 maillons indispensables du clone par excellence, jusque dans leurs failles les plus sensibles, jusque dans l'amour porté à leur sœur, Omega. Regarde-moi ça. C'est ta chambre rien qu'à toi. Bon, je vous le cache pas, même s'ils sont tous frères et sœurs, j'ai beaucoup plus vu relation paternelle s'immiscer entre Hunter et Omega. Question d'interprétation. Relation paternelle n'étant pas forcément inédite dans la guerre des clones, argumentant d'emblée cette analyse. Car souvenez-vous, au cœur de son premier acte, Clone Wars abordait déjà l'empathie des soldats pour des enfants au cœur de la guerre. Cette fois, d'autant plus étudié par l'impact d'Omega sur l'avenir des clones et Kamino, son lien avec la Bad Batch suivra exactement cette dynamique. Amour, tendresse et émotion. Quand l'escouade se la joue figure fraternelle, il y aura d'ailleurs entre elle et Hunter rapport au père plus que jamais pertinent, magnifié par l'affection émanant des deux protagonistes. Plus que jamais MVP de la saison, Omega fut capable de profondément me toucher. En somme, découvrir The Bad Batch, c'est replonger au cœur de la meilleure période Star Wars. Sans jamais surpasser son héritage direct, elle parvient toutefois à enrichir les questions posées à son public, tout en proposant multiples coups d'éclat visuels et photographiques. Blindé parfois trop de références alors de facile à clairement dispensable, Hunter et son équipe nous confirment que les clones demeureront à jamais l'une des créations les plus complexes de leur univers. Vivement la suite. Voilà donc pour The Bad Batch, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Oui, cette vidéo était avec spoiler, mais je pense que la série a suffisamment de richesse pour pouvoir justement spoiler les choses que j'ai particulièrement appréciées. Ça aurait été trop compliqué, à l'instar de Clone Wars, de vraiment pouvoir établir une analyse sans parler de ce qui se passe au sein de cette série, surtout sur un sujet aussi important, et parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont sûrement eu l'occasion de le voir. Donc dites-moi ce que vous pensez de The Bad Batch, qu'attendez-vous de la saison 2, puisque saison 2 il y aura, qui souhaitez-vous voir mis sur le devant de la scène, quelle thématique voulez-vous vouloir aller plus loin? Moi je vous cache pas que l'épisode final avec Kamino c'est quand même une petite larme à l'œil de tous ceux qui ont aimé la prélogie, puisque voir tout ça s'effondrer, ah putain c'est un peu un monde qui s'écroule. Du jeune âge on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être, bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître, puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol pose leur...